Le capitaine Thomas Sankara, chef de l'État du Burkina Faso, c'est l'ancienne Volta, a été tué, ainsi qu'une dizaine de ses compagnons d'armes, et immédiatement enterrés. Le coup d'État a été mené par le numéro 2 du régime, ami personnel du président Sankara, le capitaine Compaoré. 15 octobre 1987, en fin d'après-midi, le capitaine Thomas Sankara s'agit de rapprocher et quelques membres de son gouvernement sont froidement assassinés et abattus en plein conseil des ministres. Président des Républiques de Haute-Volta de 1983 à 1987, symbole de lutte contre l'impérialisme communiste, écologiste, féministe, panafricaniste, les continents s'y voient s'éteindre la lumière qui devait faire briller l'Afrique du troisième millénaire. Malheureusement, la révolution n'aurait dû durer que 4 années. Au-dessus de 3 ans, il mène une politique d'émancipation nationale, de développement, de protection de la femme, de protection de l'environnement, de la lutte contre la corruption. À une époque où les présidents africains s'attachaient à la France-Afrique avec les puissants réseaux, Jacques Faucard, ses prises de position, son art oratoire fait de lui une personne respectée, adulée jusqu'à nos jours. Mais qui a donc tué Thomas Sankara? Pourquoi l'a-t-on éliminé? Qui était réellement Thomas Sankara? Ici, la Foulakla, mais si je parle d'histoire afro-africaine, afro-américaine, des révolutions, des grands empires d'Afrique et leur déclin à travers différents périodes de l'histoire d'Afrique, d'Amérique, d'Asie. En gros, si je parle de tout ce qui est mal intelligence et de la culture générale, si cela vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à les partager. L'histoire du capitaine Thomas Sankara, c'est parti. À 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Pour mieux comprendre l'histoire du capitaine Thomas Sankara, il serait mieux de répartir de l'histoire de la Haute-Volta. 11 décembre 1958, elle devient la République de Haute-Volta, membre de la communauté française. 5 août 1960, la République de Haute-Volta accède à son indépendance avec comme président Maurice Yamégo, qui est ensuite renversé du pouvoir 6 ans après, soit en 1966, suite à un soulèvement populaire de grande ampleur, plus l'intervention de l'armée. Le régime tombe, qui amène au pouvoir le général Samuel Lamizana, qui lui aussi à son tour est renversé du pouvoir suite à un coup d'état militaire par son ministre des Affaires étrangères, le colonel Séad Zerbo, qui lui aussi à son tour dans le même contexte est renversé du pouvoir suite à un coup d'état militaire qui amènera au pouvoir un autre militaire, le président Jean-Baptiste Ouadraogo, qui lui aussi à son tour s'est renversé du pouvoir dans le même contexte qui amènera au pouvoir cette fois le capitaine Thomas Sankara. Vous allez comprendre que la Haute-Volta, franchement indépendante, elle est caractérisée par des choses. D'abord, premièrement, une administration militaire et puis deuxièmement, l'instabilité politique qui donne lieu à une succession de coups d'État. Une administration militaire qui est caractérisée par des malversations financières, des scandales politiques, des inégalités sociales. Le peuple en a marre. Le peuple se soulève à chaque instant, à l'occurrence du président Maurice Yamégo qui est renversé du pouvoir suite à un soulèvement populaire de grande ampleur. L'armée intervient, le régime tombe, qui amènera au pouvoir le général Samuel Lamizana. Dans le même contexte aussi, le colonel Séad Zerbo sera renversé du pouvoir suite à un coup d'état militaire. D'ailleurs, le plus loin, j'en parlais dans la vidéo, sera jugé dans les tribunaux populaires de la Révolution où il coupera de 15 ans de servitude pénale plus 7 ans avec sursis avec quelques membres de son gouvernement. À l'occurrence aussi, le président Jean-Baptiste Ouadraogo, lui, d'une part, dans le même contexte, le régime tombe suite à un soulèvement populaire, suite aux inégalités sociales, suite aux scandales politiques, d'autre part, suite à son positionnement politique. Ici, il faut soulever une chose importante, un détail très important, c'est que le positionnement politique du président Jean-Baptiste Ouadraogo a été un déclic pour la carrière politique du capitaine Thomas Sankara. Alors maintenant qu'il nous a compris sur les Haute-Volta, ça nous ramène à comprendre l'histoire du capitaine Thomas Sankara, symbole de la révolution en Haute-Volta et du peuple burkinabé. Thomas Sankara, né à Yako en 1949 en Haute-Volta, il fait ses études scolaires à Bobo Dioulasso, à Ouagadougou, et ensuite s'envolera au Madagascar où il va étudier l'économie, la science politique, l'agriculture et tant d'autres formations.
En 1973, il retourne au Burkina Faso où il est affecté pour la formation des jeunes recrues à l'armée. Vous savez, dans la vie de tout un chacun, il y a toujours des éléments qui changent notre perception, qui changent notre vision, notre façon de voir les choses. Tel est le cas ici avec le capitaine Thomas Sankara. Tout en étant au Madagascar en 1970, un événement majeur qui va changer sa vie, sa position, sa façon de voir les choses, son combat politique. Au Madagascar, en 1970, Thomas Sankara apprend du socialisme, de la révolution, du panafricanisme suite à un événement majeur, suite à la révolution malgache de 1970 qui renverse au pouvoir le président Philbert Tsiranana. En 1974, soit une année après son retour au pays, intervient la guerre de la bande d'Agaché, une guerre qui oppose la Haute-Volta et le Mali suite à une zone litigieuse. Par son leadership, le lieutenant Thomas Sankara à l'époque prend la ville de Douma, tue des soldats maliens et s'empare de leurs munitions. Les conséquences des affrontements sont fortes. En Haute-Volta, Thomas Sankara devient populaire et ne quitte plus devant la scène. Il devient un modèle pour la jeunesse voltaïque. Ici, il faut préciser un élément très important ici. Et c'est durant la guerre de la bande d'Agaché que Thomas Sankara fait la connaissance de Blaise Compaoré qui devient son ami et frère d'armes. En 1981, il est promu à la tête de la SNEC, Centre national d'entraînement commando. Thomas Sankara, très apprécié dans les cercles militaires et tout le monde veut travailler avec lui. En l'occurrence, le président Jean-Baptiste Ouédraogo, mais il y a un problème qui s'y pose, il y a un bémol. Thomas Sankara, parti gauche, communiste, le président Jean-Baptiste Ouédraogo, parti droite, bloc occidental, capitaliste, ça ne marche pas. C'est pourquoi, en 1981, il est promu secrétaire d'État à l'information, poste dont il démissionne. Après plusieurs pourparlers, Thomas Sankara est promu Premier ministre dans le régime Baptiste en janvier 1983. Il arrive au pouvoir avec plusieurs objectifs, en interne tout comme en externe. En interne, installer le socialisme, combattre la petite bourgeoisie et les inégalités sociales. En externe, avec l'idée panafricaniste, mettre fin à la France-Afrique. La France-Afrique avec le puissant réseau Jacques Foccart. Ici, on parle d'une paternité française dont la Haute-Volta est dépendante de la France, d'autant plus que la relation n'est pas win-win. C'est pourquoi d'ailleurs, plusieurs mois auparavant, il avait créé les ROC, rassemblement des officiers communistes constitués de ses amis proches, à l'occurrence de Blaise Compaoré, Jean-Baptiste Lingani, Henri Zongo, ce qui constitue une menace pour la France, d'autant plus qu'elle est rapprochement avec l'URSS, avec la Libye, Muammar Kadhafi, avec le Cuba, Fidel Castro. C'est pourquoi plusieurs mois plus tard, Thomas Sankara reçoit Muammar Kadhafi à Ouagadougou sans l'approbation du président. La pilule que le régime Baptiste n'avale pas, ce qui conduit à son arrestation. Thomas Sankara, arrêté avec quelques membres du ROC, limogé du gouvernement et placé sous résidence surveillée. Une arrestation qui conduit à la chute du régime Baptiste avec cette fois-là comme héros Blaise Compaoré. Je vous explique. Alors Thomas Sankara, très populaire en Haute-Volta, son arrestation suscite un soulèvement populaire de grande ampleur, associé avec la mobilisation de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui échappe à l'arrestation n'est pas mobilisé des officiers et les sous-officiers militaires. Associé avec le peuple, cela conduit à la chute du régime Baptiste le 4 août 1983. Thomas Sankara, ensemble avec ses amis du ROC, en l'occurrence de Blaise Compaoré, Jean-Baptiste Lingani, Henri Zongo, prennent le pouvoir. Thomas Sankara est nommé président de la CNA, Conseil national de la Révolution, faisant de la lutte contre la corruption son objectif et sa priorité. Le nom Burkina Faso est adopté le 4 août 1984, ce qui signifie la patrie des hommes intègres. Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute-Volta? Oui, parce que Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. Et c'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Selon Thomas Sankara, la Haute-Volta n'y ramène qu'à un passé colonial. Alors Thomas Sankara crée son gouvernement composé de 7 militaires, dont lui-même est ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Blaise Compaoré, ministre d'État, délégué à la présidence, Jean-Baptiste Lingani, ministre de la Défense nationale, Henri Zongo, ministre des Sociétés d'État. Aussitôt à tête du pays, Thomas Sankara prend les 3 premières mesures importantes. Premièrement, combattre les inégalités sociales en cassant certaines habitudes féodales, c'est-à-dire il enlève les chefs du village, une classe considérée comme des privilégiés, en nommant les CDR, Conseil de la Défense de la Révolution. Les gens qui remplaceront le chef du village,
qui vont travailler pour le peuple, qui vont former des militaires. Deuxièmement, il vient au pouvoir, il met fin aux Mercedes pour les ministres. Désormais, ce sont des petits traîneaux. Mercredi, jour de réunion du Conseil des ministres. Ceux-ci s'y rendent dans leur nouveau véhicule de fonction. En effet, là aussi, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par les précédents régimes, ont été remplacés par des R5. Il s'agit de frapper par des mesures spectaculaires. Le président a même décidé de faire de la... Les salaires des ministres au rabais, les trains de vie des institutions au rabais, plus de voyages en business class pour les ministres. Il estime qu'il faut mettre fin à cette carnage financière, à cette classe considérée comme des privilégiés. Troisièmement, il entame déjà des années 80 un vaste programme de reboisement de l'espace vert. Il travaille déjà à l'époque pour le féminisme, la légalité du sexe. Il instaure un journal de sport et il met en place la TPA, le tribunal populaire de la révolution. D'ailleurs, c'est dans le tribunal populaire de la révolution qu'il connaît ses abos, sera jugé avec équipement de son gouvernement où il coupera de 15 ans de servitude pénale plus 7 ans avec sursis. Toutes ces successions d'événements créent une surprise. C'est quoi la surprise? La surprise vient du fait que c'est en Afrique qu'un président de la République donne des leçons morales, c'est doit être l'évolution du monde, notamment dans ce domaine de la légalité du sexe, du féminisme, du reboisement, de l'espace vert. Dire qu'on ne doit pas importer les riz qui viennent d'Asie, d'autant plus que jusqu'aujourd'hui en Afrique, nous sommes toujours dans les mêmes problèmes, les mêmes pétrins, d'importer les laits et que nous ne produisons rien sur place avec les scandales politiques qui accompagnent ces processus. Lui, déjà des années 80, en avait déjà en tête. Je pense qu'il avait fait peur à plusieurs personnes. C'était un visionnaire. On peut voir un message messianique dans ses discours. Son panafricanisme, son franc-parler, son patriotisme. Il disait tout haut ce qu'il pensait plus bas. Il parlait sans complexe. Ça a commencé à déranger et Mitterrand lui fait savoir. C'est pas un homme, c'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Alors ici, j'ai identifié quelques événements déclencheurs de la mise en œuvre du plan machiavélique de l'assassinat de Thomas Sankara. En externe, l'un des événements déclencheurs de la mise en œuvre du plan machiavélique de l'assassinat de Thomas Sankara est en juillet 1987 au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Au sommet de son discours, une chose saute: le refus de payer les dettes, l'économie, la gravité de toucher aux poches des capitalistes. Deuxièmement, mal compris. Thomas Sankara se sent mal compris. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors, pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Son positionnement côté gauche lui coûte la vie. La partie droite, les capitalistes, le bloc occidental, la France, Chirac, avec le puissant réseau Jacques Foucault, le conseiller principal du président français sur les affaires africaines, derrière de nombreux coups d'État, des assassinats, avec son puissant réseau africain, Omar Bongo, Mobutu, Félix Boigny. En interne, Thomas Sankara se sent isolé. Ses amis du rock lui ont lâché. Ses amis du rock s'attendaient à venir s'emparer du denier public, s'attendaient à s'enrichir. Confronté avec son combat de la lutte contre la petite bourgeoisie, ça a créé des tensions. Il s'est senti lâché. En outre, Blaise Compaoré n'est pas content de sa position vu la décision de Thomas Sankara de dissoudre la CNL au profit d'un parti politique. D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Et ce 15 août 1987, Thomas Sankara a organisé une réunion pour finaliser les travaux de la dissolution de la CNL au profit d'un parti politique. Et c'est au cours de cette réunion où Thomas Sankara a été assassiné.
Ici, je n'accuse personne, mais avec les concours de l'histoire, vous allez sûrement comprendre qui était réellement derrière ces plans machiavéliques de la mise en œuvre de l'assassinat de Thomas Sankara. Avec le temps, pour certains et plusieurs Africains, la mort de Thomas Sankara est devenue le symbole d'un gâchis, avec l'amertume d'avoir raté une occasion, une opportunité, celle de sortir du gouffre.